Vadim Valentinovitch, lors de notre dernière rencontre, vous avez raconté beaucoup d'histoires intéressantes, mais celle qui m'a le plus touché concerne une femme qui, après avoir suivi votre cours sur la plasticité de la vie, a accru sa sensibilité. Et à un moment donné, elle a ressenti un danger pour sa famille, ce qui lui a permis d'éviter un accident de voiture. J'aimerais justement en parler de ce phénomène, de ce que c'est exactement. Et si possible, racontez-nous cette histoire. Encore une fois, peut-être que certains ne l'ont pas entendue. Eh bien, Oui, à travers cet exemple, à travers ce cas, nous passons, disons, du corps au domaine de l'intuition. Si l'on parle directement, pourquoi a-t-elle eu une telle ouverture? Cela s'est produit. L'ouverture s'est produite grâce à la relaxation du corps. Autrement dit, elle suivait un cours de plasticité de la vie où nous assouplissions, enlevions les blocages dans le corps, la carapace et divers types de tensions. Et cela permet déjà d'entendre les signaux, les émotions, certains états de tension qui nous accompagnent très souvent dans notre vie, mais auxquels nous ne prêtons pas attention car il peut y avoir une armure dans le corps. Et lors de notre dernière rencontre, j'ai parlé du fait que c'est l'une des raisons qui a probablement permis d'entrer dans ce domaine du travail corporel, car c'est un aspect important. Grâce à sa sensibilité, une personne peut sauver non seulement sa propre vie, mais aussi celle de sa famille. La situation était la suivante, je rappelle simplement que littéralement, quelque temps après les séances, le corps était encore détendu, tout était encore frais. Ils étaient partis en vacances, en famille, quelque part sur la route. En général, ils roulaient et à un moment donné, alors qu'elle était coincée dans un embouteillage, elle a ressenti une sorte de pression, une peur qui a commencé à comprimer son corps, sans vraiment comprendre ce qui se passait, mais sentant qu'un danger approchait, elle a compris qu'elle n'aurait pas le temps d'expliquer. Elle a demandé à son mari d'ouvrir la porte. Ils étaient garés près du bas-côté et, ce qui n'est pas dans ses habitudes, à la grande surprise de son mari, elle l'a littéralement poussé hors de la voiture par la porte ouverte et a dit aux enfants de sauter rapidement dehors. Et elle-même a aussi réussi à sauter dehors à ce moment-là. Derrière eux, un camion chargé les dépassait et une voiture arrivant en sens inverse a fait dévier ce camion qui est alors tombé sur leur voiture. Autrement dit, si cela ne s'était pas produit, la situation aurait pu très mal finir. C'est pourquoi ce moment, disons, elle me l'a raconté dans une lettre. Bien sûr, cela m'a donné intérieurement le sentiment que je n'avais pas le droit de ne pas enseigner, puisque cela donne de tels résultats. C'est à partir de là que le cours a commencé à se former, que les séances ont commencé à se structurer. Mais si, par exemple, on part de cette situation et de cette interconnexion, si le corps est détendu, si le corps commence à ressentir, alors il y a quelque chose d'encore plus subtil derrière, au niveau des sensations, de la perception. Et dans ce domaine, et aussi sans doute, j'évolue en parallèle dans ce domaine depuis déjà de nombreuses années, probablement plus de 25 ans. J'étudie ces principes de sensation, comment cela se construit, comment cela s'ajuste, et vous savez, je me heurte à de nombreuses questions. On me demande souvent ce qu'est l'intuition, si ce n'est pas quelque chose de fortuit, d'insaisissable. Comment peut-on s'en approcher et à quoi cela sert-il, au fond? Je vais probablement répondre à cela ainsi. Regardez, si l'on considère simplement l'être humain, l'esprit, l'âme, l'intellect, le corps, dans ces quatre dimensions, l'être humain, pour une raison ou une autre, se développe. Il s'occupe de son corps, cela lui plaît, il ressent cet état, une certaine sensation de bien-être, de tonus, de vivacité. La personne développe son intellect, c'est-à-dire qu'elle apprend quelque part, suit des séminaires, des cours, etc. La personne entraîne son esprit. D'ailleurs, l'esprit aussi, on peut l'entraîner en assistant à des séminaires, car il faut être présent chaque jour si l'on veut apprendre quelque chose. Parfois, il faut réveiller l'esprit, c'est-à-dire que le corps n'en peut plus, l'âme veut se reposer, mais l'esprit prend les choses en main et dit « Va, assieds-toi, apprends ». C'est la même chose, l'état d'esprit s'entraîne à travers le dépassement de soi. Il y a l'état de l'âme, par exemple chez les personnes créatives, elles peignent, elles sont liées à la musique, à la création, etc. C'est-à-dire qu'elles sont attirées. Mais l'intuition,
c'est ce même domaine qui permet d'avancer vers l'ouverture, vers la sensibilité, voire, je dirais même, vers la nature profonde. Et eh bien, c'est une question étrange quand on demande à quoi sert cette intuition, pourquoi s'en occuper? Eh bien, au moins pour ne pas voir l'arc-en-ciel en noir et blanc, mais pour le voir dans toutes ces manifestations offertes par la nature. Ensuite, pour ne pas fermer, ne pas bétonner sa propre nature. Parce que vous savez, chaque jour, nous sommes confrontés à des choix. Chaque jour. Et chaque jour, une personne est confrontée à des choix à travers ses propres sensations. Faut-il le faire ou ne pas le faire? Faut-il signer le contrat ou ne pas le signer? Est-ce que j'ai besoin de cette activité que je veux entreprendre? Ou bien sera-t-elle sans avenir à l'avenir et ainsi de suite? Autrement dit, à chaque fois, la personne se retrouve face à un choix et à chaque fois, elle ne croit pas que cela existe. Mais elle fait toujours un choix et très souvent, elle le fait précisément en se fiant à ses sensations. Et donc si, pour aller un peu plus loin, je voudrais dire que nous ne renonçons pas à la logique parce qu'il y a des moments où les gens disent « Bon, ça y est, je passe du côté de la sensibilité, pourquoi gaspiller de l'énergie sur la logique? Je vais plutôt tout ressentir à travers mes sensations. » Ce n'est pas juste non plus, car l'équilibre est important. Et justement, cet équilibre est probablement l'aspect le plus fondamental. C'est la spécificité de l'entraînement de l'intuition. Parce que, pour le dire de façon encore plus étrange, l'intuition se trouve dans la logique. Parce que tu dois analyser, observer la chaîne des événements, comment cela s'est produit, d'où cela découle. As-tu fait confiance à tes sensations ou non? Quel était ton état au moment de ton choix? Étais-tu tendu? Étais-tu détendu? Et grâce à cela, à quel résultat es-tu parvenu? Donc, en ce qui concerne le choix, la première chose que je mentionnerai, c'est par exemple une des pratiques qui s'appelle justement vérité-mensonge. Elle est justement tirée de la vie réelle. Et là, peu importe, d'ailleurs, c'est une erreur, l'état initial, le désir d'obtenir le plus de bonnes réponses possibles. Par exemple, tu as là des cartes, des fleurs noires et blanches, tu as des chiffres, un certain ordre, tu as certains objets. Et s'il y a le désir que chaque chiffre inconnu, chaque couleur inconnue, chaque carte ou objet, tu ne vois pas, on te les montre dans ton dos par exemple. Si tu veux être précis à chaque fois, d'abord, tu seras tendu. Ensuite, c'est inévitable. Tu vas te tromper parce que c'est le début du chemin. C'est pourquoi il ne faut pas miser sur le résultat, mais plutôt mettre l'accent sur autre chose. Saisir les moments où tu te trompes et t'auto-analyser. Encore une fois, revenir au corps, mémoriser toutes tes sensations quand tu te trompes, et si tu réussis, alors tu le fais correctement. Encore une fois, il faut scanner toutes ces sensations et mémoriser dans quel état tu te trouves lorsque tu fais le bon choix. Et ensuite, c'est à travers cet état que tu développes la compétence de faire ce choix. Tu choisis soit ceci, soit cela, parce que tu connais déjà, tu commences à ressentir le goût de l'état dans lequel tu faisais une erreur et l'état dans lequel tu faisais le bon choix. Autrement dit, il faut venir, disons, goûter à l'intuition. L'intuition, ça peut aussi s'entraîner. Oui, oui. Et Donc ici, cela signifie que vous pouvez travailler dans deux directions et augmenter votre sensibilité en relaxant votre corps et en entraînant votre intuition, c'est-à-dire avec des cartes. C'est-à-dire, vous parliez probablement de l'exercice avec un jeu de cartes noir-blanc et elles sont posées face cachée, c'est ça? Et il faut deviner si c'est une noire ou une blanche. Oui, noir? Ah, noir. Voilà, donc c'est la bonne réponse. Donc il ne faut pas s'attendre à deviner toutes les noires à 100%, sinon cela crée une tension dans le corps. oui, parce qu'ici, quand tu cherches toujours à donner la bonne réponse, tu actives le syndrome du bon élève, tu as peur de te tromper. Et quand tu as peur de te tromper, tu es tendu intérieurement. Cela signifie que vous devez toujours être fidèle à 100%. Il n'y a pas de liberté. Quand on s'autorise à faire des erreurs, on est libre, car il s'agit d'un territoire inconnu, bien que chaque personne naisse avec cette condition. Il y a 5 organes, le 6e est l'intuition. ET. Si on rembobine le film, parfois, vous savez, comme je le disais, c'est tellement intangible, n'est-ce pas? C'est un peu comme si on parlait de rien et pourtant ça semble exister et pourtant ça semble ne pas exister. Et parfois je demande, voulez-vous tester comment fonctionne l'intuition?
Observez vos enfants, cachez-leur des bonbons et voyez combien de temps il leur faudra et comment ils les trouveront. C'est ça. C'est-à-dire, c'est sous une forme un peu humoristique, mais chez les enfants, cet état est ouvert. Ils ressentent très souvent, ils perçoivent très souvent tout. Il y a même d'autres choses plus subtiles encore. Mais disons, je ne vais pas les aborder maintenant, car si Dieu le veut, ce sera pour une prochaine rencontre. Nous en parlerons alors, étape par étape. Mais néanmoins, il y a des manifestations intéressantes chez les enfants, quand soudain ils se cachent de quelque chose, tout à coup ils se glissent sous la table et ils observent vraiment. Autrement dit, ils ressentent quelque chose, ils voient quelque chose. Ce n'est pas anodin. Parfois ils pleurent, parfois ils rient, c'est-à-dire que c'est déjà un autre territoire. Mais c'est aussi un autre état d'ouverture. Et les enfants, ils restent ouverts à cela tant que nous-mêmes, en tant qu'adultes, ne commençons pas à le refermer par des règles, des comportements, des cadres, et ainsi de suite. D'une certaine manière, ou bien à l'aide de quelqu'un ou de quelque chose. Je ne me souviens plus si nous en avons parlé la dernière fois ou non. Nous en avons probablement parlé parce que c'est lié au corps, mais l'essence ne change pas. Parce que si l'on regarde à quel âge, je me répète parce que je me souviens qu'on en a parlé, à quel âge nous envoyons aujourd'hui les enfants à la maternelle dans tous les pays du monde, où que j'aille, il y a peu de différence, 2 à 3 ans. Voire même plus tôt, on commence déjà à les y envoyer. Mais si l'on regarde à quoi cela sert, ce sont des jeux logiques, une préparation à l'école. Et il s'avère qu'ensuite, lorsque le côté logique commence à prédominer, à dominer, on voit apparaître le fait comme tout le monde doit faire, il n'y a plus de liberté. Emploi du temps, routine, ordre, je ne dis pas que c'est mauvais, mais l'autre côté, le côté sensible, se ferme et il commence déjà à... C'est-à-dire qu'il y a simplement un basculement progressif d'un seul côté. Dieu merci, il existe des écoles alternatives de plus en plus nombreuses qui en sont conscientes. Et cet état commence alors à s'équilibrer. Si l'on regarde, l'enfant commence à développer cette logique dès la maternelle, puis à l'école, puis à l'université. C'est pourquoi on dit que après avoir terminé les universités, les instituts, la personne sort déjà handicapée, cerveau gauche, parce que le côté logique prédomine. Mais il y a aussi le danger d'être handicapé, cerveau droit. C'est ce territoire qui ne touche qu'au côté sensible. Ils veulent tous seulement ressentir, seulement éprouver. Uniquement à travers cet état, ils rejettent la logique complètement. L'équilibre est important, c'est cela qui est important. Notre projet s'appelle Humanité, pratique de développement personnel. Dans la description, il y a un lien vers notre chaîne Telegram où nous publions des pratiques pour travailler sur soi. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à Telegram et suivez nos nouvelles vidéos. Et comment créer cet équilibre avec les enfants? Quelles recommandations peut-on donner aux parents pour qu'ils introduisent peut-être certains jeux à leurs enfants ou choisissent des établissements spécifiques? Pas une crèche ordinaire, mais avec une certaine orientation. Dites-nous, s'il vous plaît. Eh bien, je pense que j'ai le droit d'en parler et je le ferai aussi en évoquant mes propres enfants. D'autant plus qu'aujourd'hui, j'ai 4 petits-enfants, 2 petites filles et 2 petits-fils. Je ne me suis pas trompé d'ailleurs. Et je considère que j'en ai le droit. Maintenant, je peux en parler car je vois mes enfants adultes et je vois aussi mes petites filles et petits-fils. Et je vois comment, disons, cette approche, cet équilibre a fonctionné. Parce que voyez-vous, tout d'abord, il faut former et poser les bases avant 15 ans. Il faut orienter l'enfant jusqu'à 15 ans, car à 16 ans, vous ne pourrez plus rien faire. À cet âge, les garçons ont des ambitions, ils s'intéressent à leur corps, à leur développement. Tout commence à fonctionner différemment. Qu'ils le veuillent ou non, il faut les orienter. Les enfants ont cette capacité unique. Ils se reposent en changeant d'activité. Par exemple, mes enfants allaient à différentes activités, école de musique, cours d'anglais. Ensuite, comme tout le monde, gymnastique, natation, et c'est grâce à ces changements d'activité qu'ils maintenaient cet état. Mais ici, il y a un point important, car on commence à s'inquiéter qu'ils vont se fatiguer. Non, ils ne se fatiguent pas, ils pourraient même nous donner une leçon, parce qu'ils ont justement cette capacité. Et même si l'on considère cette capacité à changer d'activité dans notre vie d'adulte,
Imaginez une personne a une passion dans laquelle elle se plonge, où elle oublie tout, où elle crée, où elle devient simplement quelqu'un capable de produire quelque chose. Et par exemple, il rentre chez lui épuisé, fatigué après une journée de travail, après ses affaires, et il se plonge dans cette activité. Instantanément, tout ce qui pesait sur lui, la fatigue immense, l'épuisement, tout cela disparaît quelque part. Et il commence à créer. C'est pourquoi il faut prendre en compte ce moment dans la vie adulte, le changement d'activité, se tourner vers ses loisirs. Il faut absolument avoir des loisirs, des passions. Si l'on revient aux enfants, ces moments de transition d'un état à un autre, c'est justement ce que nous avons équilibré. C'est-à-dire que s'ils apprennent quelque chose, pas seulement du créatif, mais aussi du logique, nous avons organisé cela de manière équilibrée. Et un autre point, c'est que il faut justement activer sa part sensible déjà en tant qu'adulte. Les enseignants sont importants, c'est-à-dire avant de confier son enfant quelque part, viens et regarde. Regarde toi-même comment l'enseignant interagit avec les enfants. S'il ne demande d'eux que des résultats, le problème ne vient pas de l'enfant s'il ne veut pas s'engager, le problème vient de l'enseignant. Peu importe que ce soit du sport ou autre chose, ils misent tout sur le résultat. Mais pour l'enfant, c'est une approche un peu sèche, pas ludique. Autrement dit, un bon enseignant doit, dans le bon sens du terme, devenir lui-même un enfant s'il travaille avec des enfants. C'est alors que les enfants accourent vers lui. Il n'y a pas beaucoup de tels enseignants, mais il y en a. Et nous avons essayé de trouver de tels enseignants. Et pour l'équilibre, nous trouvions parfois aussi des enseignants plus stricts, capables de poser des limites. C'est pourquoi ils savent ce qu'est la rigueur, la méthode de la carotte et du bâton. Donc il faut développer l'hémisphère droit chez les enfants, c'est ça? C'est-à-dire avec différents exercices. Créatif, pas seulement le droit, il faut développer à la fois le gauche et le droit, parce que, je le répète encore une fois, si on regarde bien, tout est orienté vers l'hémisphère gauche. Absolument tout. Parce que la préparation à quelque chose, à quelque chose, à quelque chose, si l'on regarde les moments historiques, il y a eu un temps, ça m'intéressait, et moi, j'ai regardé sans approfondir, mais par exemple, à l'époque, où les souverains étaient des tsars, des grands tsars puissants, etc., dans un pays lointain, les enfants, dans cette génération-là, ils jouaient jusqu'à l'âge de 12 ans. C'est-à-dire que les filles jouaient à la poupée, bon, les garçons à la guerre ou à autre chose. Autrement dit, il y avait de la créativité. Si on regarde aujourd'hui, d'abord, il n'y a pratiquement plus de jeux tactiles. Tout est uniquement à distance sur ordinateur. On peut voir, oui, heureusement, qu'il y a quand même quelques aires de jeu pour enfants qui apparaissent, mais si nous nous rappelons même de notre propre enfance, oui, il y a une grande différence d'âge entre nous. Mais tout de même, je suppose que vous pouviez encore courir partout, avec un bâton, une roue, à travers les champs ou ailleurs, sur les chantiers. Oui, sur les chantiers. Oui, sur les chantiers. Donc ça existait. Maintenant, tout cela est en train de disparaître. Et puis ça passe, il y a des jeux, semble-t-il, mais ils sont à nouveau davantage liés à l'hémisphère gauche. Si par exemple nous prenons également en compte le rôle des parents, afin que l'enfant ne perde pas de temps mais joue et se prépare à une activité, cela semble être une bonne approche. Depuis, Je veux de l'âme. aide. Oui, je veux vraiment aider, mais l'autre pays se perd et s'en va. Par conséquent, cet équilibre est important, il est très important. Merci. Vadim Valentinovitch, revenons à cette femme qui... Cette situation s'est produite. Elle l'a senti à l'avance, c'est-à-dire que la camionnette ne s'était pas encore renversée, elle ne l'a même pas vue, plus. Elle a donc pressenti l'avenir, c'est ça? Ou elle... Qu'est-ce que c'est que ça, au juste? Comment cela s'est-il produit? Si on parle en termes de terminologie, on pourrait dire qu'elle avait, disons, comme on ne peut pas vraiment appeler ça un travail, mais c'est une sensation de prémonition. C'est-à-dire qu'elle-même, comme elle ne pratiquait pas cela, c'était en quelque sorte un comportement inconscient dans un état d'ouverture du corps, dans un état de relaxation du corps. Elle a ressenti qu'elle était simplement poussée dans cet état. Un danger, elle l'a ressenti dans son corps. Elle ne peut pas l'expliquer, elle ne peut pas le raconter, mais elle le ressent. Si l'on regarde honnêtement, dans la vie, de tels moments arrivent. Quand on marche quelque part, on regarde par exemple une ruelle sombre, on y est passé 1000 fois,
On avance, mais on sent qu'aujourd'hui, il ne faut pas y aller. Mais si on n'écoute pas, qu'on y va, on se retrouve dans une situation, mais beaucoup, ils le ressentent vraiment. Ils éprouvent une peur presque animale, et eux, en écoutant peut-être pour la première fois les signaux de leur corps, ils s'en vont. Voilà, il lui est arrivé la même chose, mais en plus avec des délais très courts. Et cette image de la peur, elle a compris que c'était comme une prémonition, qu'une situation inévitable allait se produire, et simplement c'était sa réaction. Mais encore une fois, je le répète, c'était spontané. Quand c'est spontané, cela montre simplement que cela existe. Nous pouvons voir de nombreux exemples, lire et constater quand des gens refusent. Regardez, je vais partir de cet exemple et je vais vous raconter un exemple réel d'une de mes auditrices. Des séances. Les séances sont justement liées à l'intuition, où l'on travaille sur la prémonition, le vrai et le faux, et sur la transmission des sensations. C'est-à-dire, lorsqu'il y a plusieurs exercices, bien sûr, il y en a beaucoup, mais ce sont les principaux. Par exemple, la transmission des sensations, c'est quand une personne te transmet soit une image d'un certain objet et cet objet n'est pas là, il l'a simplement imaginé. Mais il l'écrit d'abord pour qu'il n'y ait pas d'interprétation par la suite. Il a décrit cet objet et le transmet, et on propose à la personne d'essayer de décrire cet objet. La personne décrit, il compare les descriptions, elles sont identiques. Il y a une anomalie, c'est surprenant et surtout, c'est effrayant quand cela se produit pour la première fois. Mais nous devons à nouveau retrouver l'état qui existait auparavant. Autre, Quand ces personnes sont-elles éloignées les unes des autres? la distance n'a pas d'importance. La pensée ne connaît pas de distance. C'est pourquoi, disons, au fil des années, vous êtes émerveillés. Je me souviens par exemple qu'ici à Saint-Pétersbourg, j'ai aussi mené une telle séance et en passant près de la cathédrale Saint-Isaac, je me suis dit tout à coup, tiens, si j'essayais, j'ai simplement allumé le téléphone, mais sans la vidéo, et j'ai appelé ceux avec qui nous pratiquons. Il ne sait pas où je suis, dans quelle ville je me trouve. Je dis salut. Il répond salut. Je lui dis essaie de ressentir dans quel état je me trouve, ce que je ressens. Et il commence apparemment un peu à distance. Il dit je ressens de larges avenues, quelque chose de l'autre côté, quelque chose de haut, c'est-à-dire des choses assez ordinaires quand une personne essaye de ressentir où elle se trouve. Et puis soudain, il dit cette phrase, il y a une sensation de grandeur, quelque chose comme ça. Je ne l'aide pas, je dis continuez. Il parle. Quelque chose en rapport avec la foi. Autrement dit, ces mots sortent de sa bouche. Il dit peut-être un temple. Autrement dit, ça commence déjà à se faire sentir. Et je dis, eh bien, allez-y, continuez. Il dit que j'atteins la cible, mais il veut une confirmation. Je dis, je ne sais pas, votre tâche, continuez. Et il continue, parlant, parlant. Et puis il dit, mais maintenant je ne sais pas. Je vais le dire, et la peur apparaît, car je dois conclure. Et je dis, vous n'êtes pas obligé de le dire à voix haute. Voilà, dit-il. J'ai peur de faire une erreur, mais je veux le dire. Je vous demande, que choisissez-vous? Généralement, ils choisissent la première option par peur de se tromper et ne l'expriment pas. Mais comme il avait déjà eu cette expérience, il dit, tout à coup, pendant une fraction de seconde, une image m'a traversé l'esprit et il dit carrément, c'est la cathédrale Saint-Isaac. Moi-même, en le racontant maintenant, j'en ai des frissons, la chair de poule, et je lui montre la caméra, et sur la caméra, il y a un cri. C'est impossible. Autrement dit, il l'a exprimé, il l'a ressenti, et en même temps, il a eu peur lui-même. Un état d'ouverture, et vous savez, l'intuition, c'est comme la vérité, elle fait très peur. Et très souvent, la personne a peur de ce qui lui arrive. Il y a plein d'exemples, plein de gens que l'on rencontre, ils disent « j'ai eu cet état d'ouverture, mais ça a commencé à m'effrayer ». Je vois, je ressens, je prévois, je perçois, et il explique que quelque chose ne va pas dans sa tête. Et il commence à tout faire pour refermer cela. Mais c'est pourtant un état naturel.